Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être encore une fois nombreux à ce nouveau webinaire qui est organisé par l'assurance maladie risque professionnel et animé donc cet après-midi par la CARSAT des Hauts-de-France. Je suis en compagnie de mon compère cet après-midi, Patrice Grimont-Pré, et nous allons donc aborder cet après-midi ensemble la problématique de l'intervention des entreprises extérieures et surtout ce qui va nous intéresser cet après-midi, c'est de regarder plus particulièrement comment rendre cette démarche de prévention opérationnelle. Ce webinaire sera accessible bien entendu en replay, donc si vous êtes satisfait de son contenu, n'hésitez pas à envoyer vos collègues ou connaissances sur le replay pour que tout à chacun puisse bénéficier de nos conseils sur cette thématique. Vous avez à votre disposition un chat qui est disponible sur les onglets situés en haut à droite de votre écran. Donc un chat où vous pouvez bien entendu poser toutes vos questions. Et à la fin de notre exposé, Patrice et moi-même donc répondrons à toutes les questions que vous pourriez avoir sur cette thématique. Vous aurez également des sondages en accès, toujours de la même manière sur un onglet situé en haut à droite de votre écran. N'hésitez pas à participer à ces sondages pour rendre ce webinaire le plus interactif possible. Alors cet après-midi, nous allons aborder cette thématique, je dirais, de manière assez généraliste. Nous cherchons à faire des webinaires assez courts dans le temps. Donc, on va exposer notre propos dans une trentaine de minutes. On laissera du temps après pour les échanges. Et nous programmerons en deuxième partie d'année 2021 un second webinaire sur la question en abordant des thématiques ou des points un peu plus singuliers. Nous ferons un sondage par la suite pour savoir quelle thématique aborder. Nous ferons plusieurs webinaires sur la question. Alors cet après-midi, nous allons aborder plusieurs choses. Déjà, je reviendrai quand même assez rapidement sur la CARSAT. Qui sommes-nous? Pourquoi nous intervenons cet après-midi sur ce sujet? Dans une deuxième partie, on va s'intéresser donc au sujet de l'après-midi et donc pourquoi s'intéresser aux entreprises extérieures, à leurs interventions et surtout donc comment derrière faire de la prévention autour de cette problématique-là. Patrice abordera des notions de prévention liées aux interventions des entreprises extérieures. Et puis ensuite, nous partagerons la parole pour aborder les étapes clés d'une démarche de prévention réussie en faisant un focus sur un certain nombre de points. Et nous terminerons la présentation avec les outils, les méthodes, les documents que propose le réseau Assurance Maladie pour vous accompagner dans cette thématique et améliorer vos démarches de prévention. Alors, nous allons démarrer tout de suite avec un petit rappel au niveau de la CARSAT. Et je vois que, sans vouloir te mettre la pression, Patrice, qu'il y a effectivement beaucoup de participants au sondage attendent de notre prestation, donc beaucoup pour passer une bonne journée. Alors la CARSAT, un petit rappel sur la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail. C'est vrai que la CARSAT est souvent connue pour sa mission au service du régime donc général des retraites. Donc on est là effectivement pour préparer, mais aussi pour payer les retraites. Donc c'est la mission qui est la plus connue. Il y a également une autre grosse mission hébergée au sein des services de la CARSAT qui est l'aide à l'accompagnement des assurés en difficulté, donc avec toute une branche qui contient notamment des assistantes sociales qui effectuent cette mission-là, entre autres. Et puis, il y a une branche peut-être parfois un peu moins connue qui s'intéresse à la santé et à la sécurité des travailleurs, parce que oui, la sécurité est l'assureur du risque professionnel. Donc, on est amené à prendre en charge les coûts liés à un accident du travail.
On est amené à retarifer, à refacturer aux entreprises avec des règles bien spécifiques, donc le coût de cette sinistralité, le coût de ces accidents et de ces maladies professionnelles. Et nous assurons également un accompagnement, un conseil en termes de prévention auprès des entreprises. Donc, Patrice et moi-même faisons partie de cette cellule prévention qui peut intervenir en présentiel au sein des entreprises, mais aussi en distanciel pour apporter conseils et accompagnement. Alors c'est vrai qu'au sein de cette direction santé au travail et accompagnement social, eh bien, nous avons des campagnes, des programmes, et on cible à la fois des secteurs d'activité, des risques majeurs donc, dans lesquels nous intervenons, mais nous sommes également, bien entendu, eh bien, là pour accompagner plus largement toutes les entreprises de la région des Hauts-de-France qui ont besoin d'un accompagnement, de conseils, d'une expertise sur le champ de la prévention. Alors, plus exactement, que proposons-nous? Eh bien, déjà de la documentation, des publications que vous pouvez retrouver, télécharger sur notre site internet www.carsat-hdf.fr dans l'onglet Entreprises. Nous avons des experts, contrôleurs de sécurité, mais aussi d'autres corps de métier qui peuvent vous accompagner pour les questionnements que vous pouvez vous poser sur votre démarche de prévention. Nous proposons des programmes de prévention sur des thématiques bien spécifiques, les troubles musculo-squelettiques, les risques psychosociaux, les chutes, qui représentent quand même le premier type d'accident du travail en France, les interventions d'entreprises extérieures qu'on va évoquer cet après-midi. Donc, on vous propose des méthodes, des outils par rapport à ces problématiques-là. Nous avons des unités techniques avec des experts sur le champ des risques physiques, rayonnement, vibration, bruit, ventilation, sur le champ du risque chimique, l'exposition des salariés aux poussières, aux métaux lourds, etc., à la silice, au plomb, enfin j'en passe, et par rapport aussi au risque biologique qui a fait beaucoup parler de lui ces derniers mois. Donc pour cela, nous pouvons venir en entreprise, faire de la métrologie, mesurer, mais aussi nous pouvons tout simplement apporter du conseil par rapport à ces problématiques-là sur quoi mettre en œuvre, comment le mettre en œuvre, vers qui s'orienter pour mettre en œuvre. Donc, une équipe qui peut intervenir sur ces champs-là, souvent peu connus, mais qui méritent d'être connus. Nous accompagnons financièrement les projets, les programmes de prévention. Donc, nous avons un tas d'aides financières. Alors, il y a des conditions d'éligibilité, bien entendu, pour ceux qui les connaissent. Il faut avoir moins de 200 salariés, principalement dans l'entreprise, au sein de l'établissement, pour pouvoir bénéficier de ces aides-là. Là aussi, je vous invite à aller voir sur notre site internet pour voir si vous êtes éligible. Nous proposons une offre de formation, j'en reparlerai à la fin de mon exposé, mais effectivement, on propose des formations. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, on n'accueille plus de public, donc c'est essentiellement quelques formations en distanciel, mais nous allons reprendre je l'espère, le plus rapidement possible nos formations en présentiel. Mais on peut également vous renvoyer vers des organismes de formation qui sont habilités par nos soins, par l'INRS, pour déployer des formations dont le référentiel a été établi par l'INRS. Nous avons enfin des réseaux de consultants que nous animons, ce qu'on appelle des IPRP, donc des intervenants en prévention des risques professionnels sur des sujets divers, dont les RPS, mais aussi les TMS ou d'autres sujets. Donc là aussi, on peut vous fournir des listes de consultants qui travaillent avec nous. On a un webzine sur www.entreprendreensemble.info. Vous avez l'adresse sur le support, dans lequel nous abordons des thématiques. Donc on vous expose ce qu'on vous propose en termes d'accompagnement sur ces sujets-là. Et puis, nous organisons des salons, des conférences. Alors, pas trop en ce moment, c'est vrai, donc plutôt des webinaires en ce moment. Et vous avez accès soit sur notre webzine, soit sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie professionnelle, au replay de ces webinaires que nous organisons. Enfin, je terminerai mon propos. Si vous n'avez pas aujourd'hui d'interlocuteur identifié au sein de la CARSAT,
un agent qui vous suit déjà actuellement ou qui vous a suivi dans le passé, eh bien, pour tout contact, je vous renvoie vers notre adresse générique, contactprévention@carsat-nordpicardie.fr. Alors, pourquoi Nord-Picardie? Car effectivement, avant, la CARSAT s'appelait CARSAT Nord-Picardie, Hauts-de-France maintenant, HDF. Voilà. Voilà une introduction assez longue et courte pour vous expliquer en gros le panorama de qui on est et de ce que l'on propose aux entreprises. Alors, on va aborder maintenant le sujet pour lequel vous vous êtes inscrit, vous êtes venu cet après-midi et on va démarrer tout simplement, avant d'expliquer le comment des choses, mais pourquoi c'est si important de s'intéresser à cette problématique-là. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous, bien entendu, se sont déjà posé la question et s'intéressent au sujet, d'où votre présence ici. Mais on va quand même rebalayer l'intégralité des enjeux qu'il y a derrière et qui vont finalement être des leviers de compréhension pour le discours qu'on va apporter par la suite. Et pour bien se mettre dans le bain du sujet, on va démarrer par vous diffuser une petite vidéo qui a été réalisée par l'INRS, qui peut être une vidéo qui secoue un peu, mais qui met dans le bain, qui peut être, pourquoi pas utilisée dans un certain nombre de situations, au sein de vos entreprises ou lors de vos échanges avec des entreprises sur le sujet. Ça peut être un préambule à la discussion, même si elle secoue un peu, pourquoi pas, pour poser un certain nombre d'éléments et rebondir et voir comment on peut traiter la problématique. Donc, une première vidéo, vous verrez à la fin de notre exposé, nous remettons toutes les références des documents que l'on vous présente et bien d'autres références, et notamment les références de ces DVD dans lesquels vous pouvez retrouver ces vidéos ou que vous pouvez retrouver également sur la chaîne YouTube de l'INRS. Je reprécise également que tous les supports que nous vous présenterons seront téléchargeables à l'issue de notre présentation, où vous pourrez les retrouver sur notre site internet également. Donc maintenant, je me tais un peu et je laisse passer cette vidéo. On se retrouve après. Inspecteur. Odile Moret, directrice générale. Dorlin, lieutenant Dorlin. Bonjour, madame. Vous avez compris ce qui s'est passé? Il s'est électrocuté, probablement en tombant contre le tableau électrique. Le scabo était défectueux. La secrétaire m'a dit que c'était celui de l'entreprise. Et que tout le monde savait qu'il était dangereux. Qui a pris en charge l'électricien à son arrivée? J'en sais rien, qu'est-ce que vous entendez par prendre en charge? Encadrer, accueillir, pour faire un point sur la sécurité, sur les conditions de l'intervention. Oh, attendez, il n'y a que des bureaux ici, on n'est pas dans une usine, hein. Et alors? Même dans les bureaux, c'est obligatoire. Vous en avez parlé avec l'inspection du travail? Sinon, ils vont vous l'expliquer. Écoutez, moi je sais pas ce qui s'est passé, mais ce que je sais, c'est que personne de chez nous lui aurait donné cet escabeau. Il a dû le prendre tout seul et c'est tout. Ça change rien. C'est pas vous la responsable de la sécurité dans l'entreprise? De mes salariés, oui, je suis d'accord. Et non, madame. De tous ceux qui travaillent dans vos locaux, y compris les intervenants extérieurs. Ah, bah, légalement responsable quand même. Mais bien sûr que si. Ça peut même aller jusqu'au pénal, madame. Sandra? Oui, appelez-moi Maître Giraud. Oui, vite. Voilà, donc comme je vous l'avais dit, c'est une petite vidéo qui met un peu dans le bain, qui peut parfois, bien sûr,
refroidir un certain nombre d'interlocuteurs lorsqu'on aborde ce sujet-là, mais qui posent les choses. Ben oui, c'est pas parce qu'à un moment donné, on est amené à passer un contrat avec une entreprise extérieure pour intervenir sur son site qu'on se dégage de sa responsabilité. L'entreprise d'accueil, l'entreprise utilisatrice, celle qu'on la désigne régulièrement dans le jargon de la profession, eh bien, c'est une entreprise qui a une obligation de coordonner ses travaux et dans le terme de coordination, eh bien, il y a une responsabilité effectivement derrière. Donc oui, je ne suis peut-être pas l'employeur des salariés qui interviennent chez moi, mais comme ils interviennent chez moi, au sein de mon entreprise, eh bien, j'ai une responsabilité. Alors pourquoi on s'intéresse à cette problématique-là? Tout d'abord parce que quand même, il y a de plus en plus de recours déjà aux entreprises extérieures. C'est pas nouveau, ça. Depuis de très nombreuses années, on a le recours aux entreprises extérieures. Historiquement, on avait plus des métiers de maintenance, mécanique, électrique, d'instrumentation qui intervenaient sur un certain nombre de sites. Et force est de constater ces dernières années qu'on est en train d'externaliser beaucoup plus d'activités. Alors voilà, le gardiennage, voilà, qui a été d'ailleurs confronté dans le contexte Covid à devoir gérer aussi un certain nombre de missions. De filtres, vous voyez, ces entreprises extérieures ont été confrontées à la problématique. On a confié aussi des activités de restauration collective, d'informatique, de services RH, de paye. Voilà, moi-même, je connais un site dans la métropole lilloise où l'intégralité des activités a été confiée à des entreprises extérieures. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, on a de la difficulté même de trouver finalement un interlocuteur au sein de cette entreprise parce que de la logistique à la maintenance en passant par la production et tout ce qui encadre les activités, ce ne sont que des entreprises extérieures. Donc, comment on articule tout cela? Je suis tombé déjà aussi sur une entreprise où même l'employeur, le chef d'entreprise, était une entreprise extérieure. Donc pour la petite histoire, je lui avais demandé son plan de prévention, parce que j'imaginais bien qu'il était là plus de 400 heures. On reparlera des 400 heures tout à l'heure, mais il était là plus de 400 heures dans l'année. Bon, il avait tiqué un peu, mais voilà, il faisait partie d'un cabinet conseil. Il était là pour encadrer, pour diriger l'entreprise. C'était une entreprise extérieure. Donc, on a de plus en plus d'entreprises extérieures. Et si on regarde les données statistiques aujourd'hui, qui sont peut-être pas, j'ai envie de dire, ultra détaillées, parce que aujourd'hui, même si sur la déclaration d'accident du travail, la DAT, il n'y a pas le SIRET du lieu d'accident peut être indiqué, mais ce n'est pas un champ obligatoire. Donc, on a des difficultés d'affiner la sinistralité, mais on sait, notamment sur les accidents mortels, qu'il y a une très forte proportion d'accidents mortels, ça c'est les études INRS qui le montrent, où il y a un moment donné dans le contexte l'intervention d'une entreprise extérieure. Et donc, ça représente 15% des accidents mortels, c'est énorme. Et donc, il faut s'en occuper. On peut faire d'autres parallèles et se dire que, et c'est pas surprenant parce qu'on va l'aborder, il y a une sinistralité aussi importante chez les intérimaires, qui sont un type d'entreprise extérieure un peu particulier, qui est d'ailleurs concerné par une autre partie du Code du travail, mais voilà, on va très peu aborder les intérimaires cet après-midi, pourquoi pas un futur webinaire. Mais voilà, une forte sinistralité. Et puis, il y a aussi une forte sinistralité sur un autre public où Patrice et moi-même, on avait déjà animé un webinaire, c'est les jeunes embauchés. Voilà. Et vous voyez que le parallèle, la typologie finalement sur ces trois publics-là, finalement, c'est des gens qui arrivent dans un environnement nouveau, différent. Et c'est déjà un point commun important qu'il faut souligner sur lequel on va insister tout à l'heure. Pourquoi ça ne marche pas malgré une réglementation qui est ancienne? Bon, le décret que certainement la plupart d'entre vous connaissent, il date de 92. 92, c'est quand même pas hier. Il y en a peut-être dans la salle qui sont d'ailleurs plus jeunes que ce décret-là. C'est pas mon cas. Mais voilà, pourquoi ça ne marche pas? Pour plein de raisons. On vous en cite là en vrac quelques-unes, Patrice et moi, cet après-midi. Déjà, quand j'externalise, je passe une commande à quelqu'un finalement parce que soit j'ai pas les moyens, les ressources, la connaissance ou pour d'autres raisons économiques, etc. Quelque part j'externalise la connaissance du sujet, j'externalise aussi finalement la prise de risque et
Ben, je vais avoir plusieurs interlocuteurs autour de cette problématique et finalement, je dilue un peu les responsabilités. Hein. Et j'ai l'impression, en passant aussi commande, que je me dégage, je délègue ma responsabilité. Donc, ben, je ne sais pas trop comment aborder les choses et je ne le regarde pas. Attention, je ne fais pas une généralité, mais ça peut être dans un certain nombre de cas observer ce type de situation. Et donc, ben, du coup, problème de coordination et au bout du bout, l'accident. Une autre cause, bah, c'est l'absence d'encadrement, de coordination. Voilà, bah, le salarié d'entreprise extérieure, il ne trouve pas d'interlocuteur, il intervient. J'ai eu le cas il y a quelques années, un salarié d'entreprise extérieure, bah, on lui dit vas-y, va dans l'atelier, tu fais ton intervention. Bon, il fallait démonter une conduite de soude qui contenait de la soude. Il arrive sur place, il démonte le faux plafond, paf, il tombe sur deux conduites, bon, qui ne sont pas indiquées. Bah, il ne sait pas trop quelle conduite couper, alors il tape sur l'une, sur l'autre, c'est le même son, bah, il se dit, tiens, les deux doivent être vides, j'imagine. De toute façon, on m'avait précisé qu'elle serait vide sur le papier là, que j'ai avec moi. Bon, il cherche bien quelqu'un, mais c'est un site où il y a très peu de présence. Bah, il cherche, il trouve personne, pas d'interlocuteur. Bon, il se dit, bah, c'est bon, je suis un professionnel, je vais y aller. Il commence à découper. Bien entendu, il était prévu qu'il devait être équipé avec la combi, tous les EPI qui vont bien. C'était marqué sur le plan de prévention. Mais il se dit, bon, il était marqué aussi que la conduite doit être vide, donc je ne vais pas m'équiper, je vais gagner du temps. Déjà, j'ai cherché du temps à trouver quelqu'un, j'ai trouvé personne. Un coup de tronçonneuse, bien entendu, sinon il n'y aurait pas d'histoire, la conduite était pleine, aspergée de soude, c'est pas très bon, hein, pour les yeux. L'histoire se termine bien parce qu'il ne perd qu'une fraction de sa vision, au final il ne devient pas aveugle. Mais l'histoire aurait quand même pu encore mieux se tourner si à un moment donné, il avait trouvé un interlocuteur et qu'il avait pu échanger avec lui, dire mais finalement, qu'est-ce que je dois faire exactement, c'est quelle conduite, etc. Pas d'encadrement, pas de coordination. C'est aussi une raison souvent qu'on retrouve dans l'arbre des causes que l'on mène autour de ces accidents-là. Bon, je dois bien avouer aussi qu'on rencontre beaucoup d'interlocuteurs qui n'ont pas forcément compris la démarche de prévention. Hein, c'est vrai que quand on parle de document unique, de plan de prévention, ça ne parle pas à tout le monde. C'est peut-être pas forcément hyper clair. Donc, c'est pour ça qu'on fait ce type de webinaire ou de conférence sur le sujet, hein, pour réexpliquer le pourquoi, la philosophie de cette démarche de prévention. On est souvent face à des inconnus, des imprévus, c'est la vie. Et donc, comment on réévalue les risques? Et souvent, on ne s'est pas posé la question et on ne le fait pas. On arrive à des plans de prévention qui peuvent être non opérationnels. Hein, j'ai déjà vu des plans de prévention qui tiennent dans un classeur, comme les documents uniques, 450 pages. Bon, je ne sais pas qui est capable de lire ça, en tout cas pas moi. Hein, voilà, c'est trop volumineux, c'est pas opérationnel. Voilà, plein d'autres raisons qui expliquent que ça ne marche pas. On va passer tout de suite une deuxième vidéo pour illustrer ce propos. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, maître? Le plan de prévention est très complet. Vous avez vu, hein? Et on a vraiment essayé de tout prévoir. Mais dites-moi, monsieur Lebris, ce plan de prévention, il a bien été rédigé pour le magasin où a eu lieu l'accident, spécialement pour ce magasin-là? Non, il est rédigé pour les 20 magasins du groupe. D'accord. Donc, je comprends mieux. Je viens de recevoir la copie du dossier pénal. Et ça, ce sont les photos de la police. Vous avez vu, là? Oh oui. Ouais, c'est terrible, hein? Il n'aurait jamais dû s'avancer sur cette partie du toit. Et justement, j'aurais besoin de savoir ce qui a été fait pour signaler ce danger-là. Ah ben, ça va être prévu là-dedans. Non. Il y a seulement la consigne de rester à l'intérieur de la zone balisée. Or, moi, là, je ne vois pas de zone balisée. Attendez, faites voir. Regardez, on voit bien la plateforme en caillebotis. Enfin, c'est évident qu'il faut rester là-dessus. Enfin, c'est du bon sens, non? Le bon sens, monsieur Lebris, ça n'a jamais été un argument de droit. Je vous amène un quart de dessert. Non, merci. Il y a d'autres points qui me tracassent. Le plan de prévention précise que le harnais de l'intervenant doit être attaché à la rambarde. Oui, c'est exact, oui. Et alors? Il n'y a pas de rambarde. Comment ça, il n'y a pas de rambarde? Mais c'est impossible, ça. Enfin, il y a toujours une rambarde. Écoutez, monsieur Lebris, pas dans ce magasin-là.
Bon, ben c'est donc la faute de l'installateur. Mais la question n'est pas là. Votre plan de prévention n'est pas applicable dans ce magasin-là. Or, un plan de prévention qui n'est pas opérationnel ne vaut rien. Vous plaisantez? Vous vous rendez compte du travail qu'on a fait, là? Et puis tous nos prestataires l'ont approuvé et signé? Mais je vous comprends parfaitement. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que votre plan de prévention ne correspond pas à la réalité du terrain. Or, les magistrats vont chercher à déterminer 3 points. Y a-t-il eu une évaluation sérieuse des risques sur le terrain? Les moyens de prévention sont-ils appropriés? Et enfin, les intervenants ont-ils été informés? Tout le reste, monsieur Lebris, croyez-moi, ça ne les intéresse pas. Enfin, maître, je peux pas rédiger un plan de prévention pour chaque magasin du groupe. Et d'ailleurs, personne ne vous le demande. Il suffit juste de rédiger un document complémentaire adapté à chaque magasin. Ça peut tenir en une page. Vous n'avez rien dans ce sens à me proposer? Voilà, une vidéo, encore une fois, je trouve, qui appuie sur plein d'éléments, qui peut être vraiment, encore une fois, une vidéo intéressante à passer au sein des entreprises lorsqu'on aborde ce sujet-là, cette thématique-là, et qui s'appuie sur des situations de jurisprudence. C'est ça qui est aussi intéressant dans cette vidéo. Je ne vais pas la décortiquer, mais c'est vrai qu'il aborde, ce monsieur, c'est du bon sens. Mais non, effectivement, en droit, le juge ne peut pas se baser sur la tête des gens, sur le bon sens. Il va s'appuyer sur des écrits. Et donc, il va s'appuyer notamment sur des traces que l'évaluation des risques, parce que c'est vraiment le premier point qui va être regardé en cas d'accident grave. Est-ce qu'il y a eu une évaluation des risques? Et en ce sens, il va regarder ce qu'on appelle donc le plan de prévention, qui est la matérialisation de cette évaluation des risques. Bon. Dans l'imaginaire collectif, on s'imagine toujours que cette évaluation des risques, elle doit tenir sur 400-500 pages pour qu'elle soit bien faite. Premier point. Ben non. Nulle part, il est indiqué dans le Code du travail que ça doit être écrit comme cela. On va le revoir cet après-midi ensemble. Un document, on va vous en passer aussi des exemples. Sur quelques dizaines de pages, ça peut largement suffire, même moins. Et le deuxième élément, c'est que souvent, on appuie sur ça a été signé par tout le monde, donc c'est bon. C'est bon, je me suis dégagé ma responsabilité, ça a été signé par tout le monde. Mais ça, le juge, il ne va même pas regarder qui a signé quoi. Ce n'est pas l'important de qui a signé, et ça ne dégage aucune responsabilité, parce qu'à un moment donné, les gens l'ont signé. On va regarder vraiment, est-ce que l'évaluation des risques a été menée, et dans quelles conditions elle a été menée. On ne peut pas penser toujours à tout, mais comment on l'a menée pour être le plus exhaustif possible, et qu'est-ce qu'on a fait derrière, comment on a informé les gens. Je vais laisser la parole à Patrice pour vous aborder avec vous maintenant quelques notions liées à ces interventions. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, on va commencer par l'aspect réglementation. Alors, je vous rassure tout de suite, on ne va pas vous faire un cours sur le Code du travail, mais on a ciblé les quelques textes qui se rapportent directement à l'intervention des entreprises extérieures. Donc, on est bien obligé de commencer par la directive cadre. C'est la directive européenne qui encadre l'aspect prévention générique, je dirais, pour l'Europe entière. Et donc, cette directive qui est parue en 1989 et qui vise donc à promouvoir l'amélioration de la sécurité des travailleurs. Donc, comme toute directive européenne, elle doit être transposée en droit national et elle l'a été donc en France par le biais de la loi de 91. Dans laquelle donc, on retrouve les points les plus importants qu'on connaît déjà, à savoir que l'employeur doit s'assurer de la santé et de la sécurité de ses salariés et de tous ses salariés, et en même temps, les salariés doivent faire attention à leur santé et à la santé de leurs collègues lorsqu'ils travaillent avec eux. Alors, à partir de cette loi de 91, derrière, un texte est apparu, donc Sébastien l'a cité tout à l'heure, en 92, le décret du 20 février 92, avec un article particulier donc, qui précise ce qui est attendu au niveau des plans de prévention. Donc là, il concerne directement les entreprises intervenantes, les entreprises extérieures. On va en parler juste après. En même temps, dans ces articles, on parle également d'un plan de prévention particulier que vous connaissez peut-être et qui s'appelle le protocole de sécurité, qui lui concerne les opérations de chargement et de déchargement des camions. Alors, ça reste un plan de prévention, même s'il est particulier, puisqu'il est très précis en ce qui concerne
une activité particulière. Alors, vous verrez aussi, enfin, vous voyez sur la droite de cette diapositive qu'une deuxième directive européenne est sortie en 92 avec une transposition sur la loi de 93 qui concerne également des entreprises extérieures, mais qui concerne plus le BTP. On va en parler encore aussi tout à l'heure, puisque là, on ne parlera pas de plan de prévention, mais on parlera de plan général de coordination, de PGC, et de plans particuliers de sécurité et de protection de la santé, qui doivent être rédigés par l'ensemble des entreprises intervenantes. On va faire un focus sur le décret, puisque c'est quand même celui qui nous intéresse le plus. Alors, voilà. Alors, je crois que je suis allé trop vite, j'ai cliqué 2 fois. Voilà, j'ai un petit décalage. Alors, ce décret s'applique donc lorsqu'une entreprise utilisatrice fait intervenir une ou des entreprises extérieures qui vont faire travailler donc, leurs employés pour exécuter ou participer à l'exécution d'une certaine opération dans l'établissement de l'entreprise utilisatrice. Donc c'est la même chose, hein, ça concerne également les chantiers et les dépendances. Alors, comment comprendre à qui s'applique ce décret? Alors, on va d'abord procéder, je dirais, par élimination, et on va d'abord évoquer les cas pour lesquels ce décret ne s'appliquera pas. J'ai un peu de mal à faire passer le diaporama. J'ai beau cliquer, la suite ne vient pas. Voilà, il va trop vite ou pas assez vite. Voilà. Alors, cas pour lequel le décret ne va pas s'appliquer, ici, lorsqu'on a un chantier de bâtiment ou de génie civil qui est donc soumis à l'obligation de coordination, mais pour lequel on n'a aucun accès identique, je dirais, avec celui de l'entreprise. On a affaire à ce qu'on appelle un chantier clos ou indépendant, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais d'interférence entre le passage ou l'intervention des salariés de l'entreprise et de ceux du chantier. Dans ce cas-là, on est dans un chantier clos, comme je le disais, et donc on ne parlera pas de plan de prévention, mais on parlera justement de PPSPS, de plan particulier de sécurité et de protection de la santé, avec un PGC lorsqu'on aura plusieurs entreprises intervenantes. Et donc ce décret ne s'appliquera pas également dans un deuxième cas, pour tout ce qui touche les travaux relatifs à la construction et à la réparation navale. Ce qui sous-entend donc que dans tous les autres cas, le décret devra s'appliquer. Et si on regarde bien, on est quand même très, très, très souvent dans ces cas-là. Alors, quelques exemples, hein, des travaux d'élagage sur les espaces verts d'entreprise, les travaux de nettoyage notamment dans ses propres entreprises, mais également des interventions sur les machines, les organismes habilités qui viennent faire des vérifications. Donc tout ça fait partie du décret de 92 et on devrait donc avoir un plan de prévention. Alors comment va-t-on rédiger ce plan de prévention? En fait, on va s'appuyer tout simplement sur les documents uniques d'évaluation des risques professionnels de toutes les entreprises concernées. Donc on aura déjà pour commencer le document unique de l'entreprise utilisatrice et on va regarder également les entreprises extérieures avec leurs documents uniques. À partir de ces deux documents et surtout de l'analyse des interférences qu'on va pouvoir rencontrer lors de l'activité commune des salariés de l'entreprise utilisatrice et des salariés des entreprises extérieures, on va pouvoir faire cette analyse de risque et donc commencer à rédiger notre fameux plan de prévention. Donc on va forcément s'appuyer sur l'existant en ce qui concerne l'évaluation des risques, mais on va ajouter les risques qu'on découvre en plus et qui sont liés à la coactivité entre l'ensemble des salariés des entreprises différentes. Alors, qu'est-ce qu'on va devoir retrouver dans un plan de prévention? Alors, il y a plusieurs choses. On vous en a cité 4. C'est les 4 points incontournables. C'est ceux qu'on doit absolument retrouver. On doit bien évidemment recenser l'ensemble des risques qui sont liés à l'opération et non ceux qui résultent de l'interférence entre les deux activités. Donc, je vais juste après. Mais on va aussi devoir trouver l'ensemble des mesures de prévention et des moyens de protection auxquels on a réfléchi et qu'on va devoir mettre en place pour justement améliorer les conditions de travail et réduire l'ensemble des risques. On va aussi devoir préciser le rôle de chacun des intervenants. On y reviendra tout à l'heure lorsqu'on parlera notamment de l'accueil. Il va falloir qu'on cible une personne
de l'entreprise utilisatrice qui va pouvoir accueillir et faire un point avec les intervenants. Et il va aussi falloir nommer un responsable parmi les salariés des entreprises extérieures pour être, je dirais, l'interlocuteur privilégié, en sachant que tout le monde aura un rôle important au sein de l'entreprise, puisque même un salarié qui travaille à proximité devra aussi être au courant de tout ce qui se passe. Et enfin, quatrième point très important, il va falloir qu'on trouve dans ce plan de prévention le planning des opérations, les horaires, les dates d'intervention, les choses qu'on fera à tel ou tel moment. Et tout ça seront vraiment des incontournables. C'est la base du plan de prévention. Avec tout ça, on va bien sûr rajouter les numéros d'appel d'urgence en cas de problème, comment on réagit quand on a un accident du travail. Donc il y aura des choses en plus, mais ces 4 points sont les points incontournables. Alors, quand faut-il rédiger ce plan de prévention? Donc, Sébastien en a déjà parlé un peu tout à l'heure. Il a évoqué les fameux 400 heures. Alors, si on se réfère uniquement au code du travail, on va se rendre compte que le plan de prévention doit être réalisé par écrit, c'est bien ce qui est précisé dans le code du travail, si l'entreprise intervenante intervient plus de 400 heures sur l'année dans l'entreprise utilisatrice, ou si elle intervient pour des travaux qui relèvent d'une liste de travaux dangereux. Je vais nommer par exemple les travaux honteurs, les travaux qui pourraient entraîner des risques d'ensevelissement, ou les travaux qui sont liés à l'utilisation de produits classés CMR, ou notamment à de très fortes tensions électriques. Alors ça, c'est la réglementation, c'est ce qu'on vous demande au minimum. Maintenant, attention, ça c'est, je dirais, avec cette réglementation-là, vous pourriez être verbalisé si l'inspecteur du travail venait vous voir et que vous ne l'aviez pas, vous n'avez pas de plan de prévention alors que vous travaillez plus de 400 heures, ou alors parce qu'il y a une intervention dangereuse. Par contre, dans le cas d'un accident grave ou mortel, même si l'entreprise intervient moins de 400 heures, et même si les travaux ne sont pas cités dans la liste des travaux dangereux, il faut savoir que la responsabilité est fortement engagée pour l'ensemble des participants, c'est-à-dire les représentants de toutes les entreprises, qu'elles soient utilisatrices ou extérieures. On l'a vu d'ailleurs tout à l'heure un peu sur les 2 films. On parlait de points importants sur la responsabilité. En gros, s'il fallait résumer, il faut systématiquement rédiger un plan de prévention dès qu'on a une intervention d'une entreprise extérieure. Alors on verra, peut-être pas aujourd'hui en profondeur, on pourra peut-être répondre à certaines questions, mais Sébastien a expliqué tout à l'heure qu'on fera sans doute d'autres webinaires. On pourra vous expliquer comment rédiger un plan de prévention dit simplifié dans le cas d'intervention urgente, par exemple, ou dans le cas de très courte intervention. Néanmoins, sachez qu'il faut absolument avoir un plan de prévention rédigé dès qu'on a une intervention d'entreprise extérieure. Alors, il y a plusieurs étapes clés. Je vais laisser la main à Sébastien pour vous les expliquer. Et après, on reviendra précisément sur chacune de ces étapes. Patrice, donc effectivement, on a posé le cadre, on a expliqué bien le pourquoi. Donc, je pense que vous avez déjà vu qu'on essaye d'appuyer déjà sur un certain nombre de notions. On a vu le cadre réglementaire. On ne peut pas tout aborder cet après-midi parce que dans le format, on veut quelque chose de relativement court. J'imagine que vous posez des questions, ça commence à arriver, on y répondra. On fera un autre webinaire sur le sujet. Peut-être juste un point de précision. C'est vrai que je repense là en entendant Patrice, on a précisé le quand. Je vais quand même aborder un petit point vite fait qui n'était pas sur le diapo initialement prévu, mais le qui. Mais qui doit rédiger le plan de prévention? C'est souvent une question qu'on a lorsqu'on fait des conférences, ou alors malheureusement on ne l'a pas justement. Force est de constater dans beaucoup d'entreprises que c'est, quand il y en a un en tout cas, le responsable sécurité, l'animateur sécurité, enfin la personne en charge de la sécurité qui rédige ces plans de prévention. Je l'ai vécu aussi dans une autre vie. Non, erreur. Erreur parce que à un moment donné, il faut impliquer, on va le voir, ça doit être une démarche participative, comme toute démarche de prévention, et il faut impliquer les acteurs directs de l'intervention, les gens qui sont à l'origine de la démarche. Et si on confie finalement à une personne désignée comme étant la personne en charge de la sécurité, il ne peut pas y avoir appropriation de la démarche de prévention et de l'intérêt de celle-ci par
tous les autres intervenants présents au sein de l'entreprise. Pour aborder le propos suivant avec Patrice, on va d'abord, je vais prendre quelques minutes pour rappeler ce qu'est une intervention dans son processus. C'est important de voir finalement ce processus du début à la fin, parce qu'effectivement, l'intervention, certes, elle arrive à un certain moment, un certain jour, mais il y a une fin dans l'intervention, il y a un début, il y a une fin. Alors cette intervention, elle peut durer 2 heures, comme elle peut durer parfois 3 ans, parce que je confie une prestation à une société extérieure. Mais en amont de tout cela, il y a eu quand même un besoin d'identifier. Alors, plus ou moins longtemps avant le début de l'intervention, comme le soulignait Patrice, parce que ça peut être une urgence, mais en tout cas, il y a bien eu un besoin d'identifier par la production, la maintenance, par d'autres services de l'entreprise. Il y a un besoin de travaux, il y a un besoin de prestations. Bon. Très important d'impliquer ces gens-là dans la suite de l'histoire, de qui, au départ, avait un besoin. Derrière, si tout se passe correctement, j'ai envie de dire, on est amené à consulter des entreprises extérieures parce que effectivement, on n'a pas les ressources en interne, on n'a pas la compétence, que sais-je, on n'a pas le temps. On consulte donc un certain nombre d'entreprises. En toute rigueur, bien entendu, on doit élaborer un cahier des charges. Un cahier des charges. Pourquoi je mets un petit point d'exclamation et que je mets cela dans une couleur différente sur cette diapo? C'est un point de vigilance que je mets en avant et sur lequel on va revenir dans la diapo d'après, parce que c'est un élément essentiel qu'il ne faut pas négliger. Et j'ai envie de dire, c'est comme jouer à un jeu de société ensemble. Si je réunis plusieurs amis autour d'une table et que je leur explique pas les règles du jeu ou ce qui est attendu dans le jeu pour mener à bien la partie, ça va quand même être très compliqué par les gens qui m'entourent déjà de faire une partie convenable et puis surtout potentiellement de gagner. Donc forcément, on va brouiller les cartes si à un moment donné, on n'est pas suffisamment clair avec l'attendu auprès de l'entreprise extérieure. Donc le cahier des charges, élément très important sur lequel on reviendra. Derrière, on reçoit des offres qui sont censées contenir des modes opératoires, comment l'entreprise va intervenir. Alors, force est de constater sur le terrain que ce n'est pas toujours le cas, que parfois les modes opératoires sont plus que légers. On peut le comprendre, les entreprises sont parfois frileuses d'indiquer avec trop d'exactitude leur façon de procéder pour pas donner à la concurrence des arguments ou des éléments de comparaison trop importants. Pourtant, il est bien précisé que ces modes opératoires doivent être indiqués, c'est bien précisé dans la réglementation. L'entreprise extérieure, elle doit indiquer ces modes opératoires et surtout permettre derrière de faire des choix. Et donc, ça doit être un critère sur la façon d'intervenir. Si l'entreprise elle intervient en hauteur et qu'effectivement elle vous propose d'intervenir à l'échelle, c'est interdit, je le rappelle, ce n'est pas la même chose que si on va utiliser un échafaudage, une nacelle ou des cordistes. Forcément, les mesures de prévention derrière ne sont pas du tout les mêmes, mais surtout le prix n'est pas le même. Donc, les modes opératoires doivent être détaillés à minima, qui doivent donc permettre à l'entreprise de faire un choix et ne pas se baser que sur le prix donné, bien entendu, des critères de sécurité. On passe derrière une commande, et entre le moment où j'ai passé la commande et le début de l'intervention, il se passe un moment dans l'histoire, pour ceux qui découvrent cet après-midi un peu plus les choses, un moment dans l'histoire qu'on appelle l'inspection commune préalable. C'est quoi ce truc? C'est censé être la réunion de toutes les entreprises extérieures qui vont intervenir dans le cadre de cette opération, soit en même temps, soit les unes après les autres. Donc, on les regroupe toutes. Pourquoi? Parce qu'elles vont interagir directement ou indirectement entre elles, qu'il faudra se fixer ce que l'on met en termes de mesures de prévention, comment on va assurer la continuité de ces mesures de prévention d'une entreprise à une autre. Et c'est un moment où on met sur la table comment on s'organise. Et la donnée de sortie de cette inspection commune préalable, c'est le fameux plan de prévention, qui est finalement le résultat de l'évaluation des risques. Il n'y a pas que ça, Patrice l'a précisé, mais c'est quand même le cœur du dossier. Qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les risques? Qu'est-ce qu'on met en place? Donc après, il y a un début et une fin d'intervention.
il peut y avoir des dysfonctionnements, je l'ai dit, des choses qui n'étaient pas prévues à l'origine. Il y en aura d'autant plus que l'intervention, bien entendu, est longue. Donc, comment je m'adapte? Attention, point de vigilance. Et puis la fin, c'est pas terminé. Souvent, on pense, ben voilà, les travaux sont terminés, c'est terminé. Alors, pas de manière systématique, je ne veux pas non plus là généraliser, mais on a pu constater que parfois, voilà, la réception, elle passe à la haste parce qu'on est tellement pressé de passer à la suite, il y a tellement de sujets ou d'autres travaux à superviser qu'on passe rapidement sur la réception et on laisse traîner des déchets avec un risque de chute. Pourquoi pas des risques incendie derrière, cas typique, on laisse des égouttures d'huile dans un caniveau, voilà, risque d'inflammation derrière par point chaud. Donc on ne va pas jusqu'au bout de la réception, où on ne réceptionne pas les plans, les mises à jour de plans de réseau, etc. pour la suite. Et puis, il y a une phase derrière, normalement, d'évaluation. On va revenir là aussi derrière tout à l'heure, l'importance d'évaluer pour avoir une démarche d'amélioration continue, la route d'Hemming, on s'améliore au fur et à mesure. Ce qui est important de noter là dans tout ce processus et sur lequel on va insister dans les minutes qui viennent, c'est de créer vraiment du dialogue entre les différentes parties intervenantes, sachant qu'en plus, durant la durée de vie de l'intervention, ce n'est pas toujours les mêmes interlocuteurs. Côté entreprise utilisatrice, il va y avoir le demandeur, celui qui a le besoin. Il va y avoir les services qui vont passer techniquement, en tout cas, qui vont suivre les travaux, service maintenance, travaux neufs. Il va y avoir le service achat. Il va y avoir les gens qui sont là le jour J et qui vont être en face à face des entreprises extérieures, les équipes de production ou de maintenance, qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux que j'évoquais tout à l'heure. Et puis de l'autre côté entreprise extérieure, il y a les commerciaux, il y a les technico-commerciaux, il y a les chefs d'équipe, il y a les gens qui interviennent. Vous voyez, il y a tout un tas d'interlocuteurs différents au sein des deux entreprises et on va chercher à les faire communiquer du mieux possible entre elles. Voilà, alors, parmi toutes ces étapes, nous, on en a noté 5 principales. Donc, la première consiste donc à consulter les entreprises, comme l'a dit Sébastien. On parlera donc notamment du cahier des charges qui doit être fait en amont de ces consultations, car ce sera une pièce maîtresse non seulement pour la consultation des entreprises, mais également pour votre plan de prévention. On ne l'a pas évoqué, mais on parlera d'un document socle qui pourra déjà être démarré à partir du cahier des charges et qui vous permettra, je dirais, d'être le prémisse de votre plan de prévention. Et que va-t-on retrouver donc dans ce cahier des charges? Déjà, tout simplement, la description des besoins, donc des besoins d'intervention, évidemment, mais également des besoins en équipement, des besoins qui concernent la mise à disposition de matériel ou d'équipements de protection particulière. On va aussi répertorier l'ensemble des contraintes qu'il faudra prendre en compte. Notre établissement est fait d'une certaine manière, qu'il faudra peut-être que les entreprises interviennent à tel endroit ou avoir un accès particulier sur un endroit, entre guillemets, un peu plus dangereux et qu'il faudra donc prévoir tout ça. Et si on veut consulter correctement les entreprises et donc derrière obtenir les meilleures entreprises qui pourront intervenir dans les meilleures conditions, il va falloir que ce cahier des charges soit vraiment costaud et complet, surtout complet. Et c'est cette consultation par la suite qui va donc permettre de créer la base de l'intervention et donc la base de votre plan de prévention. L'objectif étant donc d'anticiper la partie santé et sécurité, et c'est à partir de là que va démarrer donc ce fameux document socle qui sera peaufiné au fur et à mesure des différentes étapes en plan de prévention. Et par la suite, on verra tout à l'heure, en bon d'intervention, puisqu'on mettra peut-être à jour ce fameux plan de prévention lors de l'intervention, en se rendant compte que certaines choses sont un peu différentes de ce qu'on imagine. Merci Patrice. Alors on va passer à l'étape clé numéro 2, là où effectivement il est important d'être vigilant et sur lequel on souhaite pointer cet après-midi et poser le doigt, c'est cette fameuse inspection commune préalable. Bon, en gros, la réunion des entreprises extérieures qui doit être organisée par l'entreprise utilisatrice,
pas que dans un bureau, hein, sur place, sur le lieu de l'intervention, sur le lieu de travail des entreprises extérieures, avec elles, pour qu'on se représente bien ce qui va être fait, comment ça va être fait, et les risques qui vont donc apparaître, les risques d'interférence qu'on a évoqués tout à l'heure, et ce qu'on met en place en termes de mesures de prévention, si ces mesures de prévention elles vont être pérennes dans le temps ou si elles vont être chatouillées par l'intervention de telle ou telle entreprise, et qui s'assure de la conformité de ces mesures de prévention, de leur continuité dans le temps, etc. etc. Donc, dans la vraie vie, toutes les entreprises extérieures ne peuvent pas forcément se libérer le même jour, donc c'est regrettable parce que forcément, si on ne met pas tous les interlocuteurs autour de la table, ou plus exactement sur place, on va passer on risque de passer au travers de certaines données. Donc, charge à l'entreprise utilisatrice de recoordonner les choses en prenant contact avec ceux qui n'ont pas pu venir le jour même, et puis de compléter tout ça, de consolider tout ça, et donc d'inscrire tout cela au sein d'un plan de prévention. Alors, on vous aurez dans les pièces jointes, vous pouvez aussi le télécharger sur notre site internet, un exemple de plan de prévention qui a été réalisé par un groupe de travail constitué de partenaires sociaux. Je ne vais pas le passer intégralement en détail, mais on vous le présente cet après-midi et qui reprend un certain nombre. Alors non, il n'apparaît pas à l'écran. C'est pas grave, on va continuer, pas de souci. Ah si, vous voyez. Alors, si vous voulez l'agrandir, parce qu'effectivement, on s'écrit en petit, vous pouvez le faire par vous-même, hein, la petite astuce de l'après-midi, donc en appuyant sur la touche CTRL CTRL de votre ordinateur et en faisant jouer la petite molette de votre souris. Et donc, vous pouvez comme cela zoomer ou dézoomer le document. Donc, effectivement, pour un plan de prévention, il n'existe pas de CERFA, de document tout fait. Donc là, c'est un document qu'on vous propose. Assez simple, 5 pages, vous voyez, on n'est pas sur du 450 pages, heureusement, parce que je n'aurai pas suffisamment de temps cet après-midi pour vous le présenter, où on reprend en page 1 qui sont les principaux intervenants dans cette intervention, côté utilisateur, côté entreprise extérieure, et où on va ensuite, sur les pages suivantes, repréciser peut-être, si ça passe, on va repréciser les risques liés à l'intervention, ce qu'on est susceptible de prêter comme matériel aux entreprises extérieures, dans quelles conditions, est-ce que je prête mes extincteurs, est-ce que je prête mes nacelles, est-ce que je prête un certain nombre d'éléments. Et le cœur du document, vous le verrez, c'est l'évaluation des risques. Donc 2 pages autour de l'évaluation des risques, malheureusement je ne peux pas vous le montrer, qui n'est pas un système de cases à cocher tel qu'on pourrait le laisser supposer de prime abord, mais qui est plutôt une checklist de risques. Donc je me pose la question, mais tiens, dans cette intervention, est-ce qu'il y a tout d'abord donc un risque de chute de hauteur? Est-ce qu'il y a un risque lié aux circulations d'engins, etc., etc. Et si c'est oui, qu'est-ce que je mets comme mesure de prévention associée derrière? Donc voilà, un document qui passe en revue tous les risques potentiels qui existent liés à cette intervention. Donc, un document assez simple. Je ne vais pas passer trop de temps parce que je n'ai pas le temps. On fera peut-être, pourquoi pas, un autre webinaire sur comment renseigner un plan de prévention et au travers de ces exemples-là. Donc, important, comme le disait Patrice, d'essayer de le formaliser de manière systématique. De toute façon, c'est demandé par la directive cadre. L'évaluation des risques, elle est obligatoire. Voilà, donc une fois qu'on a réalisé cette étape très importante de l'inspection commune préalable et de la rédaction de ce fameux plan de prévention, on arrive au jour J. Le jour J, c'est le jour où l'entreprise extérieure vient sur le site vient sur le site de l'entreprise utilisatrice et va donc commencer l'intervention. Alors, comme expliqué tout à l'heure, l'entreprise utilisatrice aura nommé un interlocuteur qui aura été désigné pour accueillir et pour faire plusieurs choses sur l'accueil. Alors, on l'a vu sur le premier film, l'accueil est très important. On va parler d'accueillir, mais aussi d'encadrer. Et
de choses qui vont devoir être faites le jour J. Donc, l'objectif est d'accueillir ces salariés d'entreprises extérieures comme si on accueillait des nouveaux salariés, comme on le fait lorsqu'on accueille un salarié intérimaire ou quelqu'un en CDD ou en CDI. Il va falloir donc lui expliquer certaines choses, règles de base sur le fonctionnement de l'entreprise. On va aussi lui rappeler ce qui est écrit, notamment dans le plan de prévention, et on va surtout s'assurer qu'il l'a bien compris et pour pouvoir l'appliquer. On va aussi vérifier l'ensemble du matériel qui était nécessaire et qu'il devait peut-être amener pour pouvoir intervenir. Donc ça prendra un certain temps, mais cette partie est très importante parce que si on les laisse partir tout de suite sur le lieu de l'intervention sans vérifier tout ça, on a un risque d'incompréhension déjà du plan de prévention et puis peut-être d'un travail qui ne sera pas fait en sécurité. Donc cette a un rôle primordial. Et d'ailleurs, on va parler aussi des démargements, hein, puisque on peut avoir plusieurs salariés qui interviennent au sein du site de l'entreprise utilisatrice. Et il va falloir répertorier l'ensemble de ces salariés présents sur le laps de temps, je dirais, de la journée d'intervention. Voilà. Donc ensuite, on passe à la 4e étape. Sébastien. Tout à fait. Je me permets de rebondir sur l'accueil. Enfin, vraiment, Patrice, il a raison. C'est un élément, mais essentiel. Hein. Je raconte souvent cette anecdote. Tant pis pour ceux qui l'ont déjà entendue. Et cet après-midi, je ne ferai pas l'accent belge, mais j'ai vécu comme ça une situation où sur un site industriel qui produisait de l'acide sulfurique concentré, je me balade avec le responsable sécurité et au loin, je vois un chauffeur routier. Je fais le parallèle là avec le protocole de sécurité parce que je vois qu'il y a une question sur le sujet. Protocole de sécurité, encore une fois, plan de prévention, on est sur les mêmes sujets, on est sur la même philosophie et l'idée de base, c'est quand même d'évaluer les risques et de voir quelles mesures de prévention on met en place. Bon. Un transporteur, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, il transportait, il faisait que ça. Aujourd'hui, en 2021, c'est plus le cas. Un transporteur, on lui demande de faire bien plus et notamment, éventuellement, de charger, décharger, voire de se connecter au circuit de l'entreprise, parfois d'aller décharger au cœur des ateliers. Bref, il y a vraiment des risques d'interférence. Et pour le coup, là, on touche du doigt quand même une problématique qui est que, et je réponds déjà à une question qui était posée dans le chat, le protocole de sécurité, souvent, il aborde quand même de manière très simplifiée les mesures de prévention à mettre en œuvre. Et vous voyez qu'aujourd'hui, dans ce qu'on demande à faire aux transporteurs, on est quand même plus sur du plan de prévention. C'est-à-dire, il faut bien, c'est quoi les risques qu'amène le transporteur et quels sont les risques auxquels j'expose le transporteur et qu'est-ce que je mets en mesure de prévention. Bref, ce monsieur, il est exposé donc à de l'acide sulfurique concentré parce qu'au loin, je vois que ce monsieur, il branche lui-même sa citerne. Il n'y a personne d'autre autour, c'est lui qui branche sa citerne pour empoter sa citerne. Et bien sûr, je vous le donne en mille, ce monsieur, il est en t-shirt, short, sabot, quoi. Hein, extrêmement classique pour un transporteur. Bon. Alors, responsable sécurité, il se décomposait à côté de moi. Je ne comprends pas, ça ne se passe jamais comme ça habituellement, mais c'est vrai que j'ai souvent la poisse. Hein. Moi, quand je visite des sites, c'est comme ça. Donc, je dis, c'est pas grave, on va aller voir quand même ce monsieur. On a de la chance, parce que ce monsieur, il parle le français, le belge plus exactement. Très sympathique, comme beaucoup de Wallons. Voilà, et il commence à nous raconter sa vie et qu'il est bien conscient du risque. Hein, d'ailleurs, il nous montre ses cicatrices, en tout bien, tout honneur. Alors, il y en a partout. Voilà, acceptation du risque, hein, un autre problème. Bon, on parlera peut-être de ça un autre jour. Et puis, à un moment donné, je lui dis, mais vous n'êtes pas équipé, vous n'avez pas la combi, les bottes, les visières, les gants. Mais si, j'ai tout dans. Si, j'ai tout dans ma cabine. Donc, je dis, mais pourquoi vous ne mettez pas? Il dit, vous savez, cet après-midi, je suis à Calais, et là, à Calais, ne vous inquiétez pas, sur le site où je vais décharger mon camion, là, je serai bien équipé. Alors, responsable sécurité, à côté de moi, il se sentait de plus en plus mal, mais attendez, mais pourquoi pas ici, pourquoi là-bas? C'est simple. Là-bas, à l'accueil, on ne me laisse pas rentrer si je ne suis pas équipé. Voilà. L'importance de l'accueil, c'est vrai pour les salariés qui vont intervenir dans l'entreprise extérieure, c'est vrai aussi pour les transporteurs, pour tout ce qui est lié au protocole de sécurité, l'accueil, il est primordial, essentiel. Bref,
Je ferme cette parenthèse et mon histoire pour venir sur la 4e étape clé. Comment je réévalue les risques. Oui, parce que effectivement, le jour J, mince, c'était pas comme on avait prévu. Voilà, c'était pas comme comme on avait prévu. Il y a d'autres entreprises qui interviennent sur le périmètre, ou alors, mince, on pensait que la machine, elle allait être vidée, elle allait être propre, et puis on découvre en l'ouvrant qu'il y a des produits, on sait même pas trop, ou si on sait ce que c'est, puis c'est corrosif, c'est bon. Bref, il se passe quelque chose qui n'était pas prévu. Ou alors, dans le fur et à mesure de l'intervention. Au moment, elle commence, tout était comme on l'avait prévu, mais au fur et à mesure, il y a des nouveautés, il y a des nouveaux risques qui apparaissent, ou il y a des changements d'interlocuteurs aussi. Ça peut être intéressant à regarder. Comment on fait concrètement? On peut remettre à jour le plan de prévention, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est ce qui est demandé de toute façon dans la réglementation. C'est d'autant plus facile que le document, quand même, il est compact, parce que si je dois quand même ressortir mes classeurs, c'est très compliqué. Et encore une fois, rappelons-nous que dans la vraie vie, le jour J, quand les gars ils interviennent, ils sont pressés de mener à bien leur intervention. Il y a quand même un délai à respecter. Comment je peux faire? Nous, ce qu'on préconise, c'est de réévaluer cela avec un document opérationnel. Et pourquoi pas utiliser ce qu'on appelle dans certaines entreprises un bon d'intervention ou un permis de travail. Voilà. On prend un outil, là aussi, on vous le mettra en téléchargement, vous pourrez aller le chercher. C'est ce qu'on a travaillé avec un groupe constitué de partenaires sociaux, donc un bon d'intervention qui doit être adapté à la nature et à la taille de l'entreprise, quelque chose de simple, une page, un recto verso maxi, et qui permet très rapidement de se reposer les bonnes questions, de réévaluer les risques ensemble, entreprise extérieure, entreprise utilisatrice, et de se dire qu'est-ce qu'on fait face éventuellement à ce changement d'environnement, ce changement de contexte, cette apparition de nouveaux risques. Donc très important, et c'est un additif au plan de prévention. Juste pour la petite histoire, je l'ai mis en violet. Souvenons-nous également qu'il y a quand même dans certains cas de figure, et notamment lors de travaux avec feu, avec feu, en tout cas avec point chaud, génération de point chaud, étincelle, la nécessité de faire ce qu'on appelle des permis de feu. Je vous renverrai dans les annexes sur un document de l'ENAS très bien fait sur le sujet, un document technique, et qui part du même principe. Je vais évaluer les risques propres à ce risque incendie-explosion et regarder quelles mesures de prévention je mets en face. Et donc, on va terminer sur la dernière des étapes, mais qui reste une étape importante, comme les autres d'ailleurs, et qui concerne donc la réception des travaux et l'évaluation de tout ce qui a été fait depuis le début. En gros, c'est un certain point qualité et sécurité qui va être incontournable et qui va d'ailleurs nous servir pour la suite. L'objectif de ce retour d'expérience va servir pour les futures interventions, notamment pour la rédaction des prochains cahiers des charges. On saura désormais que certains points qu'on n'avait pas figurés dans notre précédent cahier des charges devront l'être lors de la consultation des entreprises. Il va falloir aussi profiter de cette réception et de cette évaluation pour déjà réfléchir à nos futurs plans de prévention, sur nos futures interventions, même si elles ne sont pas tout à fait identiques, mais elles se feront toujours dans l'entreprise utilisatrice. Et un point aussi important, cette réception et cette évaluation va aussi nous permettre, entre guillemets, de noter l'entreprise ou les entreprises qui sont intervenues, se rendre compte de la qualité du travail, mais se rendre compte aussi de laquelle ils sont intervenus. Est-ce qu'ils ont assuré leur propre sécurité? Et est-ce qu'ils ont également assuré la sécurité de nos propres salariés sur notre entreprise utilisatrice? Est-ce que ces entreprises ont bien respecté le plan de prévention? Est-ce que tout avait été expliqué en amont au moment où ils sont arrivés, au moment de l'accueil pour l'encadrement? Et ça va nous permettre aussi de se dire, cette entreprise-là, on peut la rappeler, ou celle-là, écoutez, on va la bannir. La prochaine consultation, si eux répondent, ils ne seront pas prioritaires. On prendra une entreprise pour laquelle on est sûr
qu'elle travaillera en sécurité. Donc ce point réception et évaluation, même si il est souvent oublié, il arrive à la fin, bien évidemment à la fin des interventions. Il ne faut pas le négliger parce que ce point-là va vous permettre justement de vous améliorer au quotidien dans tout ce qui va être fait par la suite. Voilà, on a abordé durant ces 7 heures, le temps passe très vite, forcément. Voilà, le pourquoi, le comment. Avant de répondre aux questions, je vais faire un petit focus sur les outils qu'on met à votre disposition. Encore une fois, c'est un premier webinaire qui balaye assez rapidement toute cette problématique. On ne pouvait pas, dans un temps aussi court, tout aborder. On vous proposera en fin d'année un webinaire pour aller creuser des aspects un peu plus techniques liés à cette problématique, comme par exemple le problème des consignations. Mais voilà. Alors, tout d'abord, déjà de 1, si vous voulez aller plus loin, on propose des formations sur le sujet. Alors c'est vrai que pour l'instant on a mis ces formations pour être transparent avec vous en stand-by du fait du contexte sanitaire. On espère le plus rapidement possible pouvoir remettre en place ces réunions, enfin ces formations en présentiel. Vous pouvez retrouver sur les liens ici les liens directs d'inscription et où vous verrez les dates prévues pour ces formations. On a 2 formations sur le sujet, des formats courts d'une journée, niveau 1, niveau 2, si je puis dire. La mise en œuvre d'un plan de prévention, je n'ai jamais fait de plan de prévention de ma vie, donc voilà, on va revoir les basiques. Et 2, c'est comment le rendre opérationnel, c'est le niveau 2. J'en fais depuis quelques mois, quelques années. Je me pose quand même des questions sur la pertinence de ma démarche, où je rencontre des problématiques, comment les résoudre. Donc là, c'est une formation beaucoup plus à la carte, où le matin de la formation, on va définir du contenu même de la formation. Donc, très intéressante, rendre opérationnel son plan de prévention. Je rappelle que les formations que l'on dispense à la CARSAT sont sans frais pédagogiques. On propose également pour vos employeurs un e-learning. Ça aussi, ça peut être en parallèle ou en préambule extrêmement intéressant d'orienter vos employeurs vers ce e-learning, là aussi à disposition, sans frais, qui est constitué de 3 modules que l'apprenant peut faire à son rythme, quand il le souhaite, on peut interrompre, recommencer, etc. Enfin, on prend le temps qu'il faut. Ça dure 2h30 en moyenne pour faire les 3 modules sur les enjeux de la santé et sécurité dans mon entreprise, vis-à-vis de la performance de mon entreprise. 2e module, comment on fait de la prévention au sein de l'entreprise. Et 3, qu'est-ce qui est attendu en termes de management. C'est quoi les étapes clés du management pour que ces démarches de prévention portent leurs fruits. N'hésitez pas à relayer cet outil à vos dirigeants. Il y a beaucoup de documentation sur le sujet. Je n'ai pas tout repris ici. Il y a un dossier web. À chaque fois, quand vous cliquerez sur le document, vous serez immédiatement transporté vers le bon lien, vers la bonne page. Donc, il y a un dossier web INRS sur le sujet. Et puis, surtout, dans la littérature de l'INRS, donc dans les 2 magazines de l'INRS, il y a pas mal de dossiers. Donc, il y a des dossiers dans Travail et Sécurité, qui est le magazine sans doute le plus connu de l'INRS. Donc, il y a des dossiers en 2011, en 2016, et puis là, récemment, je ne l'ai pas mis là, mais il y a un dossier qui vient de paraître sur la maintenance, très intéressant, dans le numéro de ce mois. Et puis, dans le magazine un peu plus spécialisé pour les préventeurs, donc HST Magazine, on a aussi des dossiers complets sur les activités de maintenance et les conditions d'intervention d'entreprises extérieures. Les deux DVD que j'évoquais tout à l'heure, vous allez retrouver des petits clips courts comme ceux qu'on a présentés, que je vois certains d'entre vous utilisent donc dans leurs réunions, c'est très bien. Vous avez des situations toujours basées sur des faits réels, donc de mise en œuvre, et pas que dans de la maintenance pure dans les ateliers, mais il y a aussi une vidéo par exemple sur la maintenance des photocopieurs dans le tertiaire. Vous voyez, donc on va plus loin.
On a également à votre disposition un guide technique téléchargeable sur le site de la CARSAT des Hauts-de-France. Là aussi, vous avez le lien direct en cliquant, où on fait le lien entre la jurisprudence et ce qu'on a évoqué avec Patrice cet après-midi. Donc, pour faire l'écho, on a un web dossier sur notre webzine. Donc là aussi, vous avez le lien qui va bien. Il y a 2 recommandations des partenaires sociaux sur le sujet, publiées en 2013 et 2014. Alors, qui concerne pour la première la maintenance des engins de levage dans les carrières. Donc, c'est vrai que c'est peut-être un domaine très spécifique qui ne vous concerne pas, mais qui peut être intéressant à regarder parce que finalement, la philosophie de ce qui est recommandé, c'est ce qu'on a présenté cet après-midi. La deuxième, ça concerne les opérations de tuyauterie, de tuyauteur dans les sites pétrochimiques. Voilà aussi, on va retrouver une philosophie intéressante de ce qui est préconisé, applicable à d'autres types d'entreprises. Il y a des OD, de l'INRS, quelques-unes. Là, on a une sur les consignations, déconsignations, les équipements de travail, le permis de feu. Voilà, on n'a pas tout repris. Et puis, la Normandie, la CARSAT Normandie a publié et a revu récemment, d'ailleurs, les a revus, des guides pour aider les entreprises utilisatrices dans leur démarche de prévention. Donc là aussi, vous avez le lien. Il y a une petite vidéo aussi qui explique les choses, qui est très bien faite. Donc, je vous invite à cliquer sur ce lien. On propose des accompagnements financiers, je l'ai dit tout à l'heure. Le mieux, il y a des questions aussi dans le chat là-dessus. Est-ce que je peux en bénéficier ou pas? Je suis une collectivité territoriale, est-ce que je peux en profiter? Vous avez sur notre site internet toutes les réponses à ces questions-là. Alors, il faut avoir des salariés qui répondent au régime général. Il faut avoir un effectif maximum de 200 salariés. Voilà, mais si vous posez des questions, allez cliquer sur le lien et vous avez, même si vous voulez creuser, vous avez possibilité de rentrer en contact avec un spécialiste au sein de notre cellule qui gère ces accompagnements financiers. Alors, on va répondre maintenant, si tu le veux bien, Patrice, eh bien, aux questions qu'un certain nombre de personnes se posaient cet après-midi pour aller plus loin. Alors, j'avais une question justement autour des collectivités territoriales. Est-ce qu'il y a l'obligation de faire les plans de prévention? La réponse, elle est oui, bien entendu. À partir du moment où vous faites intervenir des entreprises, il y a cette obligation qui s'applique. Faites bien intervenir des entreprises du régime général aussi. Alors, il peut y avoir des situations complexes, d'ailleurs, qui sont peut-être pas abordées dans les questions cet après-midi, mais je suis une collectivité, les locaux m'appartiennent ou pas, donc il peut y avoir un tiers à qui appartiennent les bâtiments, il peut y avoir des intermédiaires. Donc, qui doit participer à la rédaction derrière du plan de prévention? C'est toutes les personnes qui peuvent avoir un intérêt dans la contribution à l'évaluation des risques. Donc, j'ai envie de dire, en fait, il faut à un moment donné mettre autour de la table, à un moment ou à un autre, tous les gens qui vont être concernés par cette évaluation des risques et pouvoir contribuer à la pertinence et à la richesse de l'évaluation des risques. On a une question sur le déchargement de matériel d'une entreprise extérieure. Est-ce que c'est PDP ou protocole de chargement, déchargement, donc protocole sécurité? Oui, je peux répondre si tu veux. Donc, déjà, le protocole de sécurité est un plan de prévention. Je l'ai rappelé tout à l'heure. C'est juste un plan de prévention particulier puisqu'il concerne le déchargement. Mais vous avez déjà répondu à la question puisque dans votre question, on parle de charger-décharger. Donc, à partir de là, on se rend compte que ça doit être intégré dans le protocole de sécurité puisque vous allez sans doute le décharger d'un quai de chargement ou tout simplement à l'entrée de l'entreprise. Donc, en toute logique, ça devrait intervenir dans le protocole de sécurité. Par contre, si ce chargement-déchargement est une petite étape d'une intervention d'entreprise extérieure, on va également le retrouver dans le plan de prévention parmi les besoins que je citais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il va falloir réfléchir à tout ce qui va être fait en amont ou juste après, en parlant des déchets, et il va falloir donc les intégrer au plan de prévention également. Donc, à la rigueur, cette opération pourrait apparaître dans les deux, c'est-à-dire dans votre plan de prévention lié à l'intervention et dans votre
protocole de sécurité générale. Alors, une petite question rapide à laquelle je vais répondre. Peut-on exiger un mode opératoire? Ben oui, bien entendu, hein. Ben, ça doit orienter votre choix, donc vous pouvez l'exiger, mais vous n'êtes pas obligé de demander avec précision tout le contenu exact. Mais voilà la philosophie de leur intervention et surtout de quelle manière ils vont intervenir en termes de sécurité. Donc oui, bien sûr. Et donc, qui au final fait le plan de prévention par rapport à la remarque que j'évoquais? Eh bien, moi, je préfère retrouver un HSE qui anime les choses, qui est garant effectivement de la montée en compétence de ses collègues et de la qualité des documents, mais que ces documents soient effectivement, que ce soit les services de maintenance, voire de production, qui se saisissent de la rédaction de ces documents-là. Et d'ailleurs, hein, Sébastien, si vous voulez être sûr de les obtenir, bah, encore une fois, il va falloir le noter dans le document socle, puisque ça fait partie des besoins, et même peut-être directement dans le cahier des charges. On va peut-être préciser qu'on demandera certains modes opératoires aux entreprises intervenantes. Et ça, on peut le préciser dès la consultation, ce qui vous permet justement, derrière, d'être sûr qu'on vous le donnera, puisque c'est signé dès le départ. Alors, on a une question. Enfin, je te livre, Patrice, plusieurs questions en fait qui rejoignent finalement la réponse, enfin qui peuvent être traitées en même temps. J'ai une question de Jérôme qui pose, mais au bout de combien de temps le plan de prévention doit être révisé s'il y a des changements et s'il n'y en a pas? Il y a une deuxième question, voilà, posée par Franck. Il y a une société de ménage qui intervient chez nous pour plus de 400 heures. Est-ce que pour ce type de prestation, il faut faire un plan de prévention? Il y a une autre question peut-être qui peut être traitée en même temps. Bah, tiens, on a réalisé un plan de prévention posé par Jérôme, hein, mais l'année suivante, on a dépassé la date. Donc, si je comprends bien, c'est un plan de prévention qui s'étale sur plusieurs mois. Est-ce que le plan de prévention il doit être refait chaque année? Est-ce qu'il est valable sur toute la durée d'un marché? Donc derrière, il y a aussi la notion, bien entendu, de plan de prévention annuel. Est-ce que tu souhaites répondre ou est-ce que tu veux que je réponde à ça? Non, mais je vais répondre en effet. Alors déjà, la question entreprise de nettoyage, hein, vous précisez qu'elle intervient plus de 400 heures. Donc de toute façon, à partir du moment où il y a intervention de plus de 400 heures par an, là, vous êtes lié à la réglementation, le Code du travail. Il y a obligation de faire un document, un plan de prévention par écrit. Donc là, de toute façon, c'est incontournable. Maintenant, moi, je dirais que même si elle intervenait moins de 400 heures, vous devriez aussi faire un plan de prévention. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. En cas d'accident, on vous ferait le reproche de ne pas avoir rédigé de plan de prévention, même si vous n'êtes pas lié aux obligations de la réglementation pure avec l'intervention qui serait de moins de 400 heures. Ensuite, pour répondre aux autres questions, on parle de plan de prévention annuel. En effet, lorsqu'on a des interventions ponctuelles qui reviennent peut-être une ou deux fois par an et qui sont identiques. Alors en effet, on est en droit d'avoir ce qu'on appelle un plan de prévention annuel. Néanmoins, il faut qu'il soit revu au minimum une fois par an pour s'assurer que rien n'a évolué, mais surtout aussi pour s'assurer que tout le monde comprenne toujours et n'a pas oublié certains points liés à ce plan de prévention. Je parlais tout à l'heure de l'accueil, et ben encore une fois, au moment de l'accueil, il va falloir s'assurer que les gens ont bien compris ce qui est dans le plan de prévention, même s'il a été rédigé il y a un an. Alors ça, c'est le minimum. Maintenant, ce qui est important, c'est que quel que soit le plan de prévention, qu'il soit annuel ou pas, il y a un petit changement. Il faut absolument le revoir, le remettre à jour, et on parle notamment d'un bon d'intervention. On n'est pas obligé de refaire totalement ce plan de prévention, mais je fais référence peut-être au deuxième tout à l'heure, où on demandait aux chefs d'entreprise pas de refaire l'ensemble de prévention, mais d'intégrer une partie supplémentaire dans chacun des plans de prévention de ces agences. Eh bien, c'est ça. En fait, on va mettre un bon d'intervention et on va rajouter un petit point. Par contre, ce qui est important, c'est en effet ne pas faire de copier-coller et ne pas se dire, bon, c'est bon, j'ai un plan de prévention annuel, il n'y a rien qui change, on est bon, et puis donc, on le garde pendant 2, 3, 4 ans. Là, vous êtes sûr et certain que plus personne ne l'aura lu et que plus personne ne va l'appliquer. Donc, votre objectif, de toute façon, ce sera au minimum de le revoir tous les ans.
et là on insiste avec Sébastien, c'est de faire en sorte qu'au moment de l'intervention, les gens ont toujours compris ce plan de prévention, n'ont rien oublié, et vous assurez que quand ils arrivent, non seulement ils ont compris, mais ils ont aussi le matériel et les équipements nécessaires pour intervenir en sécurité. Je vais illustrer parce que j'ai aussi d'autres questions sur le sujet, notamment je suis dans la grande distribution. Est-ce que je dois faire des plans de prévention avec mes animateurs qui utilisent mon matériel? Bon. Quand je passe finalement un contrat de prestation avec quelqu'un et qu'il va y avoir des risques, eh ben oui, je dois faire cette évaluation des risques en amont, encore une fois, même si la prestation elle est pour plusieurs mois, plusieurs années, mais je vais forcément faire quelque chose de générique. Bon. Prenons un premier cas de figure. J'ai un animateur qui vient toutes les semaines faire finalement la même chose, qui va être exposé aux mêmes risques liés à l'utilisation du matériel, qui va être. Je voyais aussi une question sur, tiens, j'ai quelqu'un qui va prendre des côtes, etc. Un consultant qui va aller de temps en temps sur l'installation, mais qui ne travaille pas directement. Il va être quand même soumis à des risques, parce qu'il y a des risques de collision, il y a des risques quand même d'exposition éventuellement à un certain nombre de substances ou de paramètres physiques, comme le bruit, les vibrations, etc. Donc, il va quand même y avoir une exposition potentielle. Donc oui, je dois faire une évaluation générique et qui va être valable pour toute la période de prestation, sauf s'il y a un changement. Sauf si à un moment donné, dans l'année qui s'écoule, il y a un changement parce que il se passe quelque chose de différent dans l'installation, il y a une nouveauté, et donc là, je dois réévaluer, comme l'a dit Patrice. Je dois amender, je dois compléter mon évaluation des risques. Donc, soit je le fais dans mon plan de prévention, soit je fais un bon d'intervention pour le préciser. Il y a d'autres cas où on va vous préconiser plutôt de manière systématique le bon d'intervention, c'est tout ce qui est maintenance, électricité, voilà, ce genre de choses. Je prends à l'année une société pour faire de la maintenance. Par définition même, à part la maintenance préventive, chaque situation de maintenance, elle est inédite, elle est différente, elle va être dans un contexte singulier. Je ne peux pas décemment faire une évaluation des risques qui va englober toutes les situations à risque de mon installation. Ce n'est pas possible. Donc oui, je vais faire au passage de commande une évaluation, mais très générique. Il y a un plan de prévention très générique. J'aime pas le terme de plan de prévention annuel personnellement. Je préfère un plan de prévention générique. Mais bon, allez, c'est la même chose. Et après, au quotidien, ces salariés de maintenance qui sont exposés tous les jours à des nouveaux risques, il faut leur faire un petit bon d'intervention, une réévaluation des risques quotidienne. Je vais même aller plus loin, hein. C'est vrai pour éventuellement vos salariés de maintenance que vous pourriez avoir en interne. Aujourd'hui, dans le document unique, comment démontrer que votre document unique il est pertinent pour ce type de personnel-là? Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas à l'avance prévoir dans un document unique toutes les situations exposantes de votre personnel de maintenance qui, par définition, dans la maintenance, encore une fois, curative, va être exposé à des dysfonctionnements, à des équipements, des machines, des situations qui ne sont pas en fonctionnement nominal. Donc, oui, ça nécessite une réévaluation, mais courte, succincte, quoique peut-être que ça va prendre du temps parce qu'on va se rendre compte qu'il se passe quelque chose dont il faut se préoccuper. Il ne faut pas y aller tête baissée, quoi. Alors, Patrice, d'autres questions concernant l'intervention des entreprises étrangères. Quels sont les documents à demander? Je dirais que les documents à demander sont les mêmes, puisqu'on parle toujours de prévention. Par contre, il va y avoir un point très, très important, c'est de pouvoir traduire ce plan de prévention, ou tout au moins un bon résumé, dans la langue de l'entreprise qui intervient. Et encore une fois, on va parler de l'accueil. Au moment de l'accueil, il va falloir s'assurer que le salarié étranger ait bien compris. Et donc, pour ce faire, il va falloir justement que les plans de prévention aient été envoyés en amont avec la langue de cette entreprise extérieure. Donc, Sébastien le disait tout à l'heure, alors il est tombé sur des Wallons, ça tombe bien, il parle français. Mais on a quand même beaucoup d'entreprises extérieures qui viennent de l'Est notamment, et il n'est pas toujours évident de se comprendre.
échangé. Ça veut dire que derrière, il faut absolument qu'on ait rédigé, au moins, je dirais franchement, hein, quand on est sûr d'avoir des entreprises extérieures, en moins langues, en 3 langues en plus du français. C'est-à-dire qu'on devrait avoir bien évidemment l'anglais, mais surtout quand on parle d'entreprises de l'Est, en allemand, et puis éventuellement l'espagnol. Voilà, le schéma, le dessin aussi à l'entrée pour le protocole de sécurité, ça peut être une bonne solution, hein. Voilà, je mets une tique verte pour ce qui est autorisé, une croix rouge pour ce qui ne l'est pas. Ça peut être des bons moyens de la langue. Un autre élément aussi, vous pouvez, on parlait de l'importance du cahier des charges tout à l'heure, Patrice l'évoquait. Vous pouvez imposer, enfin demander dans votre cahier des charges à ce qui est, par exemple, si c'est une grosse équipe, vous avez besoin d'une grosse équipe, bah, qui est au sein de cette équipe-là un interprète. Hein, vous pouvez l'exiger. Hein, ça peut aussi faciliter derrière les choses. Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme question? Alors, une question de Patrick, mais tu avais déjà répondu. Hein. Bonjour, un chantier de terrassement, domaine public, est-il soumis à PDP ou PGC, PPSPS? Bon, tu avais déjà répondu, Patrice. Bah oui, hein, si le chantier est clos, on est sur un PGC et un PPSPS. Par contre, à partir du moment où il peut y avoir une interférence par rapport à l'entreprise utilisatrice, eh ben là, on passe en plan de prévention. En gros, si l'accès au chantier est commun à l'accès de l'entreprise, on n'est plus en chantier clos. Il faudra rédiger un PDP. Ce qui ne veut pas dire que les entreprises intervenantes sur le chantier n'auront pas de PPSPS à rédiger. Pas ça quand même, parce que ça reste un chantier. Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme question? J'essaye de balayer. Avez-vous des retours sur les plans de prévention générés avec des assistants logiciels? Bon, c'est vrai que sur le marché aujourd'hui, vous avez des systèmes d'aide à la rédaction des plans de prévention. Pourquoi pas? J'ai pas d'avis particulier sur la question. Mais j'ai envie de dire ce qui est important, ce que va vous demander, bien entendu, si jamais ça se passe mal, c'est toujours pareil. Hein, qu'est-ce qu'on va chercher à aller voir? Enfin, qu'est-ce qu'un juge va chercher à aller voir? C'est est-ce qu'il y a eu une évaluation des risques? Est-ce qu'elle est, voilà, est-ce qu'elle a eu lieu, premièrement? Est-ce qu'on a cherché à être le plus pertinent possible? Hein, donc, bah, ça va être la pertinence recherchée justement au travers de cette inspection commune préalable qui est évoquée aussi dans les questions. Est-ce que j'ai bien essayé de regrouper les différents interlocuteurs et donc bah, au travers de ce regroupement être le plus exhaustif possible, hein, donc les outils logiciels, ça peut être une vraie aide. J'ai déjà vu parfois, par contre, des outils bah, qui généraient d'autres problèmes, c'est-à-dire qu'il y avait un embouteillage au niveau de la personne qui les rédigeait parce que bah, tout était sur son PC. Et puis, bah, parfois, que bah, les aménagements, les révisions bah, étaient un peu lourdes et complexes. J'ai envie de dire, des fois, un truc au stylo et à main levée, bah, c'est tout aussi pertinent et le contenu tout aussi bon qu'au travers d'un logiciel, quoi. Donc, voilà, pourquoi pas, mais ça ne doit pas être un frein à une démarche opérationnelle, encore une fois, sur le terrain et révisable. Alors, on a une question sur la zone ATEX. Est-il nécessaire d'avoir un permis de travail pour les zones ATEX? Alors, zone ATEX, hein, pour ceux qui ne maîtrisent pas, c'est atmosphère explosive. Bah, disons que là, il y a une réglementation qui est assez claire. Donc, de toute façon, il faut répondre à la réglementation. Donc, il y aura évidemment des choses à mettre en place, à mettre en œuvre, et ça devra apparaître dans le plan de prévention, avec tout ce qui touche justement aux obligations liées à la réglementation pour les zones ATEX, qu'elles soient poussière ou qu'elles soient produits chimiques. Voilà, on a des sites hein, qui font des permis, on évoquait le permis de feu, il y a des sites qui font, parce que leur histoire, leur culture leur ont amené à faire ça, font des permis spéciaux de travail en hauteur, de travail en espace confiné. Bon, ça, c'est d'autres sujets, mais on peut toujours aller plus loin après dans l'évaluation des risques, quand on a des risques spécifiques et importants dans l'entreprise. Est-ce qu'il faut demander une aptitude médicale lors d'un travail en hauteur? Bah, effectivement, au moment de l'accueil, vous devez vous assurer que le salarié, eh bien, je dirais, a bien les compétences. Alors, de là à demander le certificat médical,
vous n'avez pas cette obligation-là. Il faut vous assurer que la personne, en tout cas, est apte. Et ça peut être demandé tout simplement au travers du plan de prévention, qu'il y ait une déclaration sur l'honneur de l'employeur qu'effectivement, les gens, ils ont bien leur formation adéquate, par exemple, à la conduite d'engin ou à ce genre de choses, ou des aptitudes médicales adaptées à leurs travaux. Alors, juste au-dessus, il y a Denis G qui parlait d'un consultant qui travaille dans un bureau et qui va de temps en temps dans l'atelier, en gros, pour prendre des mesures, d'après ce que je peux comprendre. Et donc, pour lui, il n'y a pas de risque. S'il vient dans l'atelier, il y a forcément un risque, puisqu'il y aura interférence. Et encore une fois, même dans les bureaux, à partir du moment où on a quelqu'un de l'extérieur qui vient chez vous, vous avez un plan de prévention à rédiger. L'évaluation des risques va être différente par rapport à une intervention dans un bureau ou dans un atelier de chaudronnerie, bien évidemment. Néanmoins, votre évaluation des risques doit être faite et donc vous devez avoir un plan de prévention de rédiger, même si le consultant vient juste dans les bureaux et qu'il passe de temps en temps dans l'atelier. Voilà, on va essayer de prendre encore quelques questions et puis après on va essayer de maintenir le timing quand même, mais on a plusieurs questions autour du temps. Combien de temps à l'avance doit être réalisé un plan de prévention? Certains de mes collègues pensent qu'une inspection commune préalable peut avoir lieu 6 mois avant le début des travaux. Qu'en pensez-vous? Alors, c'est vrai que le plan de prévention il va être mené, bien entendu, avant le début des travaux. Bon. Alors, il y a des délais précisés dans la réglementation. J'ai envie de dire, au-delà de la réglementation, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, ça doit être mené bien avant. Dans l'absolu, on pourrait même imaginer juste avant le début des travaux. Bon. Il faut bien se dire une chose, c'est que si je mène cette réflexion d'évaluation des risques juste avant le démarrage des travaux, le jour même, je prête le flanc à ce que ça se passe mal. Parce que si on se rend compte durant cette inspection commune préalable que toutes les mesures de prévention ne sont pas prises ou ne sont pas programmées, ne sont pas prévues, ça risque d'être un psychodrame, c'est-à-dire que ça risque de mal se passer et de générer une confusion, voire des tensions entre les différents acteurs. Moi, je l'ai vécu déjà, ce genre de choses. Un responsable sécurité qui doit faire un plan de prévention, son responsable de maintenance qui vient le voir, qui lui demande de rédiger le plan de prévention. C'est pour quand? C'est pour dans la semaine prochaine? Non, c'est pour tout de suite. Ah bon, on va quand même le faire sur place. Et puis là, on se rend compte que l'entreprise intervenante, elle intervient en hauteur. Elle intervient en hauteur avec des échelles, ça va pas. Ah oui, mais dans le prix négocié, c'était des échelles. Ah bon? Non, ça va pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Nacelle, échafaudage, c'est pas le même prix, il y a des délais supplémentaires. Psychodrame, risques psychosociaux, violence entre parties. Pourquoi? Parce que d'un côté, il y a la production qui dit moi je veux mon outil de production. La maintenance qui dit oh là là, la sécurité c'est toujours pareil, c'est des coûts, des délais, on s'en sort pas. L'entreprise extérieure au milieu et moi, comment je vais faire pour faire ma prestation sans perdre trop de billes dans l'histoire. Le pauvre gars de la sécurité qui est pris entre les différents feux. C'est pour ça qu'il vaut mieux le faire en amont. Il faut le faire 48 heures à minima en amont pour qu'on puisse, et encore 48 heures, on ne va pas pouvoir tout régler, mais pour qu'on puisse accorder un certain nombre de choses. 6 mois avant, pourquoi pas? Mais au plus je vais le faire par contre en amont, au plus je vais pouvoir anticiper des choses, mais au plus je risque le jour J d'être confronté à des évolutions. Et donc là, il faut que je m'organise pour que le jour J, je sois réactif et que je puisse revalider, rechecker que ce soit correct et qu'il n'y a pas à adapter les mesures de prévention à mettre en œuvre, soit au travers d'un bon d'intervention tel qu'on l'a évoqué, soit en révisant le plan de prévention. Sébastien, on n'a plus beaucoup de temps, mais j'aimerais revenir sur une question qui me semble quand même assez importante. Il y en a une qui parle de prêt de matériel, entre guillemets. Moi, j'attire votre attention quand même là-dessus. D'ailleurs, on l'a vu sur le premier film avec le fameux escabeau. Le prêt de matériel, il va falloir blinder, entre guillemets, tout ça. Et déjà, il va falloir vous assurer que le matériel soit pas abîmé, qu'il fonctionne correctement, que tout soit parfait. Et puis ensuite, vous allez aussi devoir vous assurer que la personne qui l'utilise soit bien sensibilisée et formée à l'utilisation du matériel et éventuellement aux nécessités liées à la sécurité pour ce matériel. Et n'oubliez jamais que vous allez avoir une responsabilité encore plus importante en cas d'accident puisque le matériel est le vôtre. Donc, on vous reprochera justement de ne pas avoir fait ce qu'il fallait en cas d'accident. Donc,
En parcimonie, moi je dirais le prêt de matériel, on peut le faire, mais il faut que ce soit sûr et certain et que tout soit cadré. Et ensuite, est-ce que ça doit apparaître dans le plan de prévention? Oui, bien évidemment. Bien évidemment, il faut noter ça dans le plan de prévention. Et donc la deuxième question qui me semblait importante, c'est comment fait-on une intervention urgente si on n'a pas le temps de faire la visite préalable? Ça, ce sera l'objet sans doute d'un webinaire prochain, hein, puisqu'on en a parlé avec Sébastien. Je pense qu'il est possible, le jour J, de faire une évaluation des risques et on vous montrera comment on peut le faire, hein, avec ce qu'on appelle un plan de prévention simplifié. Et on pourra rédiger l'évaluation des risques liés aux interférences des deux interventions le jour J, avant de commencer l'intervention. Mais surtout, il ne faudra pas passer à côté de cette évaluation des risques. Ne pas démarrer les travaux comme ça, de but en blanc, sans avoir fait au moins au préalable une évaluation des risques le jour J. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu veux revenir sur d'autres points, mais... Il y en a beaucoup, voilà. Ouais. J'essaie de répondre aussi au chat en parallèle. Oui, le e-learning est disponible sans frais pour la fonction publique également. Est-ce qu'il faut faire un plan de prévention pour un devis? C'est un grand débat. J'ai envie de dire, si vous exposez pas, s'il n'y a pas de risque d'interférence et que vous exposez pas la personne qui fait le devis et des risques, ben non. Voilà, on est sur des interventions de courte durée, parce que le devis ne va pas rester 400 heures pour le faire, à moins d'un devis particulièrement complexe. S'il est exposé par contre à un risque qui fait partie de cette fameuse de risque grave, il faut quand même se poser la question. Voilà, je suis par exemple sur un chantier de désamiantage, je vais y arriver, et je rentre dans les locaux exposés, etc. Je vais devoir aller voir sur place. Dans l'absolu, il faut faire quand même un petit quelque chose. Mais encore une fois, on se fait une montagne des plans de prévention. Ça peut tenir sur un simple A4. Il n'y a pas besoin, nulle part il est précisé qu'un plan de prévention, ça doit tenir sur un document conséquent et où il faut des heures à renseigner. Il y a plusieurs questions sur les interventions de très courte durée également, hein. Notamment l'intervention d'un électricien qui interviendrait que 3 heures. Oui, il faut quand même un plan de prévention, pour une raison simple aussi, hein, électricité. Donc on est déjà dans un cas très particulier, mais de toute façon, même une intervention de très courte durée peut entraîner des risques importants. Donc encore une fois, tout dépendrait de l'évaluation des risques que vous avez à faire, et comme le disait Sébastien, de l'exposition auquel seront amenés en gros, sur quoi sera exposé l'ensemble des salariés qui interviendront. Mais dans la mesure du possible, faites toujours un plan de prévention, même si c'est un simplifié. Parfois, Sébastien l'expliquait, on n'est pas obligé, et surtout, il ne faut pas le faire, un rapport de 400 pages, mais parfois un simple recto verso avec une vraie analyse de risque suffisent et sont bien plus intéressantes qu'un pavé de 400 pages qu'on ne lira pas. Voilà, écoutez, on arrive à la fin du débat. On est obligé de limiter malheureusement le débat. Patrice et moi-même restons à votre disposition si vous voulez effectivement aller plus loin. Je parlais de formations tout à l'heure qui sont animées notamment par Patrice. Vous pouvez aussi prendre contact par mail avec nous pour avoir un échange sur la question. On reste bien entendu extrêmement ouvert à tout cela. Il n'y a pas de souci. Vous avez encore une fois tous les éléments, des exemples de plans de prévention à télécharger sur notre site. Vous avez aussi nos agents qui peuvent vous accompagner dans ces démarches-là, les agents contrôleurs de sécurité que vous connaissez peut-être. Si vous ne connaissez pas votre agent qui est sur votre zone géographique, envoyez-nous un mail qu'on vous envoie les coordonnées de cet agent-là. Et puis, on vous remercie beaucoup pour l'intérêt que vous avez porté cet après-midi au sujet, aux nombreuses questions qui sont venues enrichir vraiment ce débat. Et on vous dit à très bientôt pour un nouveau webinaire. Bonne fin de journée à tous. Merci, au revoir à toutes et à tous.